Bonsoir. Pour vraiment annoncer la couleur et devancer ces habituels porte-voix du régime algérien qui n'en ratent pas une pour nous crier qu'il n'y a de véritable liberté de presse ni de véritable démocratie nulle part au monde, il nous faut en effet nous imprégner de ce truisme. Oui, ce truisme, que la véritable liberté de la presse n'existe en effet nulle part, que ce soit dans la presse d'information ou celle beaucoup plus nuancée de la presse d'opinion. Pour l'une et pour l'autre, la propagande, la subversion y sont généralement pratiquées avec un art consommé de la manipulation et de l'orientation. Dans la presse d'information, tout est bon dans le mouton. Le poids des mots, le choc des photos, comme on dit, l'insinuation du verbe et la sidération de l'image. Dans la presse d'opinion, selon sa source de financement et la nature du système politique où elle se déploie, elle peut se décliner en des méthodes de subtil conditionnement, néanmoins à flux tendu, pour imprégner l'opinion publique, comme elle peut user de la plus primaire et de la plus grossière propagande, pour désorienter les opinions publiques, les tromper sur la vraie nature du système qui les opprime, user de la mémoire collective et d'un nationalisme étriqué pour susciter un soutien inconditionnel au pouvoir, généralement illégitime, bien sûr, pour normaliser aussi les plus viles attitudes, flatter les plus bas instincts, emboucher les trompettes de la renommée, faire mousser les despotes, diviser les populations et flétrir quiconque ou quelque dynamique imaginable qui puisse être dans la contestation politique ou dans une dynamique révolutionnaire, voire même transitionnelle. Oui, il n'y a donc de véritable liberté de la presse nulle part. Les rares médias vraiment éthiques, vraiment attachés aux valeurs supposées du journalisme, tentent d'exister ici et là, généralement dans l'adversité générale, mais ils restent vraiment résiduels. Sinon, si en effet il n'y a de véritable liberté de la presse nulle part au monde, c'est un temps, soit peu, plus ou moins, selon les systèmes démocratiques, depuis une très large marge de manœuvre, comme on peut l'observer dans certains pays européens, en Scandinavie notamment, jusqu'à une presse aux ordres du pouvoir, et là aussi, du plus ou moins, comme dans certains régimes genre Corée du Nord, où c'est l'usage d'une propagande sans nuance, à d'autres systèmes, beaucoup plus insidieux, qui se disent des systèmes démocratiques, avec des élections, de fausses élections, des institutions, de fausses institutions, et autres façades en trompe l'œil qui n'ont de démocratique et de sincère que les noms à rallonge qu'elles portent, comme c'est le cas justement du pouvoir algérien qui évolue dans une logique de coup d'État permanent depuis l'indépendance à ce jour et qui se sont dotés de façades en trompe-l'œil à l'instar de cette presse dite la plus libre du monde arabe, sortie toute casquée des fausses réformes de 1989 et qui, depuis la désignation de l'actuel président à la tête du régime, a totalement versé dans la caricature de presse, une presse aux ordres, expurgée des ultimes journalistes qui tentaient un tant soit peu de sauver l'honneur. Aujourd'hui, la presse la plus libre du monde arabe est entrée dans une telle soumission qu'elle en est devenue contre-productive pour ses propres maîtres.
Algérie, la presse la plus libre du monde arabe, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maître Issa Rahmoun, avocat, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Maître Issa Rahmoun, merci d'être des nôtres. Merci Sid Jamal pour l'invitation, cher ami Mohand, et bonsoir aux téléspectateurs. Mohand Bakir, en effet, analyste politique qui nous accompagne souvent dans ces émissions. Merci Mohand Bakir d'être des nôtres. Merci à vous Jamal. Azoul Aïssa et à nos téléspectateurs. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé hier. La presse a été invitée à se rassembler autour du grand leader, du grand rassembleur qui est M. Tebboune, qui est leur oncle Tebboune pour beaucoup parmi les présents. Et c'est quasiment toute la presse, ses représentants, ses patrons de presse, ses journalistes les plus visibles, y compris des journalistes qui étaient pourtant passés par la case prison, Oui. par la case ennui de toutes sortes, par la case calomnie, insulte en direct, y compris violation par le premier magistrat du pays, comme on dit, par le président de la République, du principe de leur présomption d'innocence. Et tout le monde donc s'est retrouvé, c'est des bouche-boussades, tout était bon dans le meilleur des mondes. Votre avis sur cette rencontre, si on peut l'appeler comme ça? Vas-y, je te laisse. Vas-y. En tous les cas, bon, ils ont mis un décorum assez impressionnant. D'abord, pour être factuel, il faut partir des présents qu'il y avait. Donc, il y avait le ministre de la Communication qui a eu le rôle de chef de cérémonie, mais il y avait le chef de l'État qui était là, il y avait le chef d'état-major qui était là, il y avait le président du Sénat qui était là. Et selon les informations disponibles, c'est qu'il y a eu un forcing pour pouvoir ramener quasiment tout le monde. Ils voulaient l'aéropage le plus large possible. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour convaincre les gens de venir. Ce qui fait naître une interrogation. Ce qui veut dire que bon, ce n'est pas la première fois que le 4 mai est commémoré. Mais cette fois-ci... Le 3 mai, oui. Mais cette fois-ci, il y a eu un effort particulier pour lui donner une importance qui interroge, à mon avis, à mon niveau, ça m'interroge. Pourquoi vouloir avoir tout le monde? Pourquoi vouloir avoir tous les titres de la presse? Et semble-t-il que les patrons de presse ont été reçus par Abdelmajid Tebboune et que la discussion a duré assez longtemps. Pour le moment, il y a peu d'informations qui circulent sur ce qui s'est dit dans cette rencontre, mais ça aurait duré plus de 3 heures comme discussion. 3 heures. Plus de 3 heures. Donc, il y a plus d'interrogations que de réponses. Pour le moment, plus d'interrogations que de réponses. On essaiera d'aborder les interrogations qu'il y a par la suite. D'accord. Issa Rahmoun. Moi, je me pose la question, à quel niveau s'agit-il d'une cérémonie ou d'une opération de réconciliation avec les organes de presse, les journalistes, même s'ils étaient détenus auparavant? Donc, ça ouvre la porte à plus de travail avec le monde de la presse, mais aussi vers des assouplissements, libération des détenus, ouverture du champ médiatique et politique. Deuxième axe, s'agit-il d'une manœuvre? Et troisième axe, s'agit-il d'une feuille de route remise encore une fois aux journalistes? Parce que là, on constate, et je me rappelle de la lettre de la première présence de Khaled Drarni. À l'époque, il était membre de RSF, responsable de la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et l'argument... Il est toujours, Khaled Drarni. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Coordinateur pour la région. Dans la région. Il avait remis une lettre au chef de l'État pour la libération de Qadri Hassan et d'autres journalistes qui étaient incarcérés. À l'époque, nous avons applaudi. Personnellement, j'ai applaudi le geste, je dirais même le geste courageux de Khaled Drarni, qui avait en face de lui celui qui l'a traité de khabarji, oui. Mais il prend ça sur soi-même.
il remet une doléance d'une organisation internationale pour la libération des journalistes. C'est dans son mandat. Actuellement, la question qui se pose après cette cérémonie, est-ce que les mêmes journalistes qui étaient détenus, qui ont fait la case prison, ont apporté ce message au chef de l'État pour libérer les détenus journalistes, pour desserrer l'étau sur le monde de la presse, pour libérer la parole des journalistes qu'ils fassent leur travail dans le meilleur des mondes, qu'ils libèrent les détenus d'opinion? C'est une question. Je me pose s'ils ont fait cet effort. S'ils étaient contraints, par contre, comme disait Mohamed, s'ils étaient contraints à participer à cette cérémonie sous pression, chantage ou seulement par un appel téléphonique, parce que la contrainte aussi. Il paraît qu'ils ont tous été appelés un après l'autre par le chargé de la communication au niveau de la présidence et que beaucoup s'y seraient rendus par peur. Très peu ont refusé l'invitation, à l'instar de Qadi Hassan, justement, dont on nous dit qu'il ne s'y est pas rendu. Je ne sais pas pour le Qadi Hassan s'il a reçu l'invitation ou pas, mais quand on voit les commentaires ou les publications de la polémique qui s'est engagée sur les réseaux sociaux par journalistes interposés, sur le comment de la participation à la cérémonie, le pourquoi, il y avait même un journaliste qui avait dit, qui avait menacé, oui j'ai été, je pourrais même donner, si vous n'arrêtez pas votre harcèlement, là il s'adressait à ses amis de la corporation, je pourrais même donner les noms des journalistes qui m'ont sollicité pour toucher les conseillers de la présidence afin d'ouvrir son journal, de bénéficier de la publicité, etc., etc. Et dans toute cette polémique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de compte, le citoyen a encore un déni de droit à l'égard des citoyens. Parce que le droit à l'information, avant que ça soit le droit du journaliste lui-même, dans sa corporation, dans l'exercice de sa profession, c'est le droit du citoyen. Avoir l'information, accéder à l'information, analyser l'information et prendre ses décisions en tant que citoyen à la lumière des informations reçues, que ce soit dans le champ politique, économique, culturel, sociétal, etc., etc. Donc, cette cérémonie, est-ce que les journalistes ont porté déjà cette lettre, même l'esprit de la lettre, de libérer les journalistes qui sont incarcérés, de libérer la parole, leur permettre d'être eux-mêmes? Tu as en face de toi un chef de l'État, situé dans la perspective anglo-saxonne, comme on dit, faire du lobbying, du plaidoyer. Est-ce qu'ils ont plaidé devant le chef de l'État et les institutions présentes? Il y a le chef de l'état-major, il y a le gouvernement était présent, le président du Sénat, Mohamed il a cité les responsables des institutions. Est-ce que ce travail de plaidoyer, de lobbying, dans les coulisses de cette cérémonie a été fait? Il est du devoir du citoyen de demander aujourd'hui aux journalistes qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez communiqué nos doléances aux responsables de l'État? Il y a quelque chose qui est dans l'air. Il y a quelque chose qui est dans l'air, mais il n'est pas certain de pouvoir décoder ce que c'est et d'avoir la certitude sur ce que c'est. D'abord, dans la dernière rencontre de Tebboune avec ces intervieweurs, j'ai du mal à dire journalistes quand il s'agit d'eux, il a dit une phrase. En vérité, c'est une vieille phrase. C'est la phrase que Farhat Menni a rapportée, qui lui aurait été dite par le général Medienne. Le général Medienne, en recevant Farhat Menni, lui aurait dit si vos opinions, si ce que vous défendez, c'est vos opinions, personne ne se mettra sur votre route. Mais si vous relayez des agendas ou des calculs étrangers, moi je suis sur votre route. Tebboune a repris la même phrase. Ça m'a touché. Il a dit que s'il y a des gens qui ont leurs propres idées et qui les défendent, il n'y a personne qui va les embêter. Mais si c'est des agendas étrangers, etc., si c'est des agents qui, etc., trop facile, pourquoi il ressortent cette phrase aujourd'hui? Ça, c'est un côté. Toute cette mise en scène autour de la journée de la liberté de la presse, déjà, bon, on est en train d'en discuter. Il y a un autre élément qui est en train de paraître, c'est le comportement de l'armée. Il y a deux bonnes initiatives
Après, je dis bonnes parce que de ce que nous a dit, je considère qu'elles sont bonnes, mais qu'en est-il du contenu et de la place qu'elles peuvent prendre, etc. Ça, je ne sais pas. Il y a 2 séminaires qui se sont déroulés là tout de suite ces derniers jours. Il y a un séminaire qui s'est déroulé sur la doctrine algérienne, sur la sécurité et la paix en Afrique, qui est un grand problème et qui nous concerne. Et c'est bien que l'armée réfléchisse sur ça. Et aujourd'hui, il y a un séminaire sur le stress hydrique et la problématique du changement climatique par rapport à un pays comme le nôtre. Organisé par qui? Organisé par l'armée. L'armée qui organise un séminaire sur le stress hydrique. C'est une question de sécurité nationale. C'est normal. Les armées du monde, elles travaillent sur le changement climatique. Politique. Oui, mais l'armée en qui principe, devrait relever des autorités civiles. L'armée en principe, ça doit être un lieu d'intelligence. Ça devrait être un lieu d'intelligence. Et ça ne devrait pas être un lieu de contrainte et de pouvoir. C'est ça qui n'est pas normal. Mais c'est le cas, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. C'est qu'au lieu que l'armée soit un lieu d'intelligence, de suggestion, d'observation, et de prospective. C'est ça de sécuriser la nation, c'est ça sécuriser le pays. C'est pas de casqueta ou qallouz ou et d'implication directe dans la chose politique. Dans la gestion du politique. Il y a une implication de l'armée. Oui. Là, par exemple, en tant qu'Algérien, on découvre les plateaux des télévisions françaises. Et on voit très bien qui est sur les plateaux. Dans un moment important, il ramène les amiraux, il ramène les généraux, etc. Des observateurs techniques. En vérité, ces messieurs-là, tout ce gotha-là, il est dans... Généralement à la retraite. Mais il est dans les conseils d'administration. Oui. Il est dans les conseils d'administration. Il est dans les comités directeurs des grandes organisations, etc. Dans les think tanks, etc. Par contre, là, je m'excuse, Mohamed, là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce genre d'événement devait être organisé par les ministères chargés de la question, tout en faisant participer et pourquoi pas par la corporation, les militaires, les think tanks, effectivement, les experts, etc. Pourquoi pas par la corporation? Parce que dans le cas idéal, c'est que les journalistes eux-mêmes puissent, libres qu'ils sont, la presse la plus libre, puissent organiser des rencontres sur l'éthique, sur le rôle de la presse dans la société, sur les problématiques qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, les mutations technologiques d'aujourd'hui, etc. Il y a des thématiques immenses. Et comme synthèse, ça nous renseigne de quoi? C'est que le civil a perdu le sens de l'initiative. Oui. Il n'y a plus de partis politiques, parce que ces thématiques aussi pouvaient très bien être organisées par des partis politiques. La question, c'est est-ce que, et ça je l'ai dit plusieurs fois, est-ce qu'ils ont pris conscience du danger? Est-ce que réellement ils ont pris conscience du danger? C'est-à-dire que le danger est évident. Le danger est évident. Nous, on peut le dire, la responsabilité leur incombe. C'est eux qui nous ont emmenés à cette situation où le pays est en danger, où le pays est dans une impasse. Où il y a un risque d'explosion sociale. D'implosion du pays. À court terme, je parle. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils prennent conscience? Parce que le problème, c'est que la solution passe aussi par cette prise de conscience. Pas seulement par notre discours qui soit un discours... Généralement, ils ne sont pas dans la vraie prospective. C'est au pifomètre, c'est dans le maintien. Quand on est dans le maintien, le statu quo... On peut se poser des questions. Par exemple, un élément. L'intégration de la question de Tamazight dans le discours institutionnel, y compris au niveau des militaires. Oui. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui date d'une année et demie, 2 ans, et qui est constant. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rester dans l'ancien discours, nier le fait Amazigh, etc. Et on a vu le musée national de l'armée mobiliser la cavalerie numide par rapport à l'infanterie algérienne, comme profondeur historique, etc. On a vu l'intellectuel qui reste dans l'armée, qui est le général Mdjahed. Je ne trouve pas qu'il est si intellectuel que ça, mais bon, qui souvent fait référence à la Numidie, à Massinissa, dans ses sorties médiatiques, etc. Donc, ils sont quand même capables d'avoir de petites, comment on va appeler ça, innovation. Des petites synapses. Voilà, ou des frémissements. Moi, j'aimerais vous faire remarquer qu'aujourd'hui, avec Tebboune,
par exemple, le directeur de la communication de la présidence, le directeur, M. Kamel Sidi Saïd. Normalement, la direction de la communication de la présidence s'occupe de la communication de la présidence vers la presse, vers les médias d'une façon générale, internationaux et tout. Or, aujourd'hui, c'est passé comme une transformation dans le fond, des attributions, des prérogatives même. Le directeur de la communication de la présidence est devenu le patron de la presse. Il procède par injonction, par sommation, par instruction, par consigne. Et c'est lui, par exemple, cette fois-ci, on nous dit que c'est lui-même qui a appelé un peu toutes les grosses pointures de la presse à venir pour ne pas leur laisser le choix de dire non. Ça a été toujours comme ça, Sidi Jamal. Souvenez-vous, durant les années 90, celui qui donnait ses consignes, même dictait les éditoriales des journaux, c'était le colonel Fawzi. Le colonel Fawzi, il avait la main basse sur la presse, sur la publicité. Mais le directeur de la communication de la presse, ça m'étonnerait. Peut-être au niveau des services, comme du temps de Haj Zoubir, mais pas le directeur de la communication de la présidence. Du monopole et de l'orientation. Il n'y a pas de doute. Maintenant, le monopole, il a changé de la direction centrale Exactement. de la sécurité de l'armée. Absolument. Vers la présidence. Vers la présidence. Pour dire qu'avec Tebboune, c'est la même mise sur tout ce qui bouge. Mais dans les deux Est-ce que c'est aussi évident que ça? Parce que si on se remémore... C'est évident parce que quand je vois aujourd'hui la polémique des journalistes... Quand on voit les différentes expressions officielles dans la presse, les grandes missives là, qu'ils ont envoyées, les grandes lettres qu'ils ont envoyées pour réagir, je ne sais pas à quelle question, etc. On voit qu'il y a différents centres qui agissent dans la presse. Tu sais, les grands articles qui sortent de nulle part, qui répondent et qui insultent et qui invectivent, etc. Donc on voit que ce n'est pas dans la seule... Mais souvent, ces articles arrivent après les papiers de l'APS. Après les papiers de l'APS, qui donnent la symphonie, et les journalistes reprennent. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, quand le monopole passe des services de sécurité à un autre corps, qui est dans la présidence, qui est censé être le porte-parole d'une institution qui est la présidence. Et la polémique engagée aujourd'hui par les journalistes, il faut lire entre les lignes, c'est qu'entre eux, ils se disent, ils avouent, ils reconnaissent effectivement qu'il a un pouvoir très important dans la création, dans la dissolution, dans les injonctions, dans l'affectation de la publicité, etc. Tu penses que la presse est totalement contrôlée et que ce n'est pas un champ de bataille plutôt entre les différentes factions du régime? Je pense que la sécurité intérieure a sa part de contrôle et d'injonction, d'orientation, que la présidence a sa petite part. Mais même si cela était, à la fin de la course, finalement, c'est le régime qui a la même mise, quasi totale. D'ailleurs, moi, je vous pose la question. Parce que la presse, on peut l'évaluer sur deux niveaux, à mon avis. Son rapport au pouvoir. Oui. Est-ce que la presse est indépendante du pouvoir? Et son rôle social. Mais est-ce que la presse est indépendante? Non. Est-ce qu'elle a un rôle social à vocation son rôle social, c'est de journalistique, pour informer de façon relativement objective? Non, c'est de relier le discours du pouvoir. Alors moi, je vais vous lire... Je vais paraphraser Abdelhamid Mahri quand il y avait le coup d'État scientifique au FLN. Il disait ce qui s'est passé dans le FLN, ce n'est pas un phénomène qui s'est passé à l'intérieur du FLN, mais sur le FLN. Voilà. C'est la même chose dans le monde de la presse. Absolument. Ça ne se passe pas dans la presse, mais sur la presse. Donc il y a des actionnaires, effectivement, je suis d'accord avec toi, Mohamed, il y a des actionnaires, ça dépend du sujet, du message et de l'objectif et la cible du message et du papier. Je vais vous lire une phrase, entre autres, tout aussi outrancière, pour le moins, du ministre de la presse, si je peux dire, ou de la publicité, comme l'appellent certains. Alors, il a mis en avant, nous dit ce texte, la volonté du président de renforcer, et là je cite lui-même le ministre, ce qu'il a dit, la relation indissociable entre la liberté de la presse et la responsabilité liée au respect du professionnalisme et de l'éthique du métier. Fin de citation, c'est de lui, il a dit ça.
Il a osé dire ça. Mais déjà, l'existence du ministère de la Communication est un problème. Eh oui, Parce que le domaine de la communication ne nécessite pas sauf si on a besoin de verrouiller, de limiter, etc. etc. Absolument. Et la pratique du métier de journaliste, de contrôler, et la pratique du métier de journaliste devrait relever des professionnels. Bien sûr. Et il doit y avoir un conseil, il devrait y avoir un conseil de l'éthique, il devrait y avoir des syndicats et tout ça. Donc l'existence même du ministère est un problème. Absolument. En soi, ça C'est dit. le ministère de la propagande. Alors, nous allons écouter l'ex-ministre de la Communication lors de sa fameuse sortie sur... je préfère ne rien vous dire, nous allons l'écouter. Non, le fils de Bouna. Monsieur Mzian. Le fils de Vrérouch. أقولها اليوم وقولوها أنتم في الصحافة أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر 9000 عبر يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صورة الجزائر يا سكون ابل لو بريزم انفورماسيونيل هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته اللائقة التي يستحقها الجزائر الدولية أيضا باش يكون عندهم المكانة ديالهم ويكون عندهم وكالة الأنباء الجزائرية أيضا عليها أن تحتل مكانتها وأن يكون لها مفيدين في الخارج مبعوثين أو مقيمين بصفة دائمة فمثلا الأمريكي في القارة الأمريكية كي يحب ياخذ معلومات على الجزائر وين Alors, avec cette rencontre, ça continue, nous sommes dans les mêmes logiques, dans les mêmes dynamiques. Beaucoup de gens qui ont été, dont M. Rermoul, contrairement à ce que vous disiez, pourquoi ils n'ont pas remis une doléance, une pétition auprès. Personne n'a pu parler à M. Tebboune, personne. C'est du témoignage des gens qui étaient sur place. Tout le monde se pressait pour qui pouvait saluer, lui serrer la main. Certains ont salué d'une façon vraiment trop zélée. Mais sinon, moi la question que je suis tenté de vous poser, d'abord, est-ce qu'en l'occurrence, nous avons affaire à une vraie presse, aussi relative puisse-t-elle être? Est-ce que nous sommes dans une corporation qui est là pour donner l'information, même si elle oriente un tant soit peu? Ou est-ce que alors nous avons affaire à une armée de milliers de journalistes, de centaines de médias entre radio, télévision, presse écrite, qui ne sont là que pour relayer la propagande, pour dire les mots, du système? Est-ce qu'il y a un tout petit peu de presse, de ce sacerdoce qu'est la presse, dans tout ça, dans ce fouillis? Avant de répondre à la question, on vient de faire un petit exercice avec Mohamed sur les 9000 journalistes qui guettent l'Algérie, qui surveillent l'Algérie et qui essayent de donner une mauvaise image de l'Algérie. Voilà, et qui ne sont spécialisés que pour ça. Voilà. On a fait juste un petit calcul comme ça de 9000 divisé par 210 pays qui s'intéressent sur l'Algérie. On a trouvé 42 journalistes par État. Y compris en Algérie, même il y en a 42. Y compris en Algérie. Sur 210 États du monde, il y a 42 journalistes qui travaillent sur l'Algérie. Ça, c'est pour... c'est incroyable. Voilà. Et il dit, ils ne font que ça. Ils sont spécialisés dans l'Algérie. Ils ne font que ça. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas la... Non, ils sont spécialisés dans l'Algérie pour la massacrer, la calomnier, répandre de mauvaises informations sur elle, etc. Après, pour votre question, c'est un ministre. Pour votre question, moi, je suis partisan de ceux qui disent du KDS. Qu'il ne faut pas tirer sur les ambulances. Oui. Parce que même dans cette corporation, il y a quand même des journalistes qui essayent de résister. Ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui sentent aujourd'hui... il y a une précarité qui frappe les journalistes incroyable.
il y a une peur qui s'est installée chez les journalistes, hein, chez les rédacteurs de presse, chez les journaux électroniques, etc. Donc, quand cette chape de plomb s'abat sur Mais une beaucoup de profession... patrons de presse se pressent, pour Il faut ainsi faire la dire, différence, tout à fait, dans tout à la niche qui Tout à distribue fait, le tout à nonos. fait, Hein, tout c'est à fait. de la publicité. Tout à fait. Mais il demeure quand même qu'il reste, au demeurant, qu'il reste des journalistes qui continuent à croire en Mais ils l'éthique ne de peuvent la pas profession. publier Issa Rahmoun. Ils ne peuvent pas. Ils résistent à leur manière. Même s'ils Ils sont résistent à honnêtes. leur Moi, je manière. donne un exemple. Notre ami Mouali, Hassan Mouali. C'est un journaliste honnête. Je le connais, c'est un ami. Il essaye de faire ce qu'il peut. Mais il ne peut pas. Il ne sert à rien. Il ne peut pas, même s'il voulait, il ne peut pas publier. Il ne peut pas C'est dire. un ensemble, c'est un tout à Jamal. Ce n'est pas seulement le combat des journalistes, Oui, tout est c'est le administré. combat des syndicalistes, c'est le combat des partis politiques, c'est le combat de la société civile, c'est le combat des femmes et des hommes. Chacun dans son domaine en étant solidaire. Oui. Mais force est de constater que depuis 2019, pratiquement depuis le mois de juin 2019, avec la dissolution des principales organisations de la société civile, le musellement des partis de l'opposition à l'image du MDS, du PST, le RCD, les intimidations à l'encontre du RCD, la dissolution des syndicats. Le régime est dans une démarche d'atomisation de tout ce qui est vital à la vie politique dans un pays. Et automatiquement, et c'est tout à fait logique, que tout ça va aussi jouer sur la prestation des journalistes. À un certain moment, il y avait une presse qui était une presse de qualité en Algérie. Bon, ça pourrait choquer beaucoup ce que je vais dire, mais bon, le Moudjahid était une grande école de journalisme. Il y avait de très belles plumes à le Moudjahid, il y avait de très belles plumes à Algérie Actualité, à Révolution africaine, à Parcours maghrébin. Il y avait une presse qui était plus ou moins structurée dans la logique du système de l'époque. Mais comparer Parcours maghrébin, le Moudjahid... Oui, mais en termes de professionnalisme, en termes de professionnalisme, plume, en termes de qualité oui, en termes de qualité d'écriture. Non, mais même en termes, même en termes de journalisme, en dehors des éditos, tout ce qui était reportage, tout ce qui était société, etc., était très professionnel. Mais selon des angles favorables au système, toujours, immanquablement. Je ne sais pas, les journalistes devraient écrire leur mémoire. Moi, j'ai connu des journalistes qui étaient Halim Mouqdad, Fodel Ourabah, Ben Chikou, etc. Ils sont sortis de l'école de Moudjahid, ils ne sont pas sortis d'ailleurs. Belouchat. Comment il s'appelle Boukrouh, c'était Algérie Actualité. Abdoubé, c'était Révolution africaine. C'était une... Oui, mais Algérie Actualité, Révolution africaine, Parcours maghrébin, ce n'est pas le même tonneau que le Moudjahid ou les autres médias gris à la solde exclusive, monopolistique du régime. Je pense qu'il y a eu une déviation ou une rupture ou une cassure à partir des années 90. Oui. À partir des années 90, il y a un concept qui s'est fait jour. Et si on avait une école de sociologie, je pense qu'il ferait l'objet de thèses entières. C'est la notion de famille révolutionnaire. Ce qui veut dire qu'avant, dans la logique du système, le système se voulait la représentation de la société. Quelles que soient les limites, quels que soient les travails, etc. Mais il se voulait la représentation de la société. À partir des années 90, il ne se voulait plus la représentation de la société, mais d'une fraction de la société, qui est la famille dite révolutionnaire. Et cette déviation est à l'origine de beaucoup de mots à MAUX desquels nous débattons, y compris la médiocratie qui s'est installée à tous les niveaux. Au niveau de l'administration, au niveau de la presse, au niveau de l'armée, à tous les niveaux, la médiocratie s'est installée. De sorte qu'aujourd'hui, on a une société à rebâtir, c'est-à-dire une société entière à rebâtir. Quand vous posez le problème des journalistes, les jeunes journalistes qui sortent des écoles de l'école de journalisme aujourd'hui... Aussi, c'était même la presse, hein, dans l'administration, dans les corporations, chez les juges, chez les barreaux, c'était la logique du tout sécuritaire.
y compris dans la On presse. était en guerre civile. On était en guerre Et civile. Mais ça ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas tout. Mais ça impacte quand même. Non. Les États-Unis se sont construits dans une guerre civile. Les États-Unis sont nés d'une guerre civile. C'est la guerre de sécession. Oui. Pourquoi? Parce que cette guerre-là, elle a servi à trancher un contentieux historique. Elle a servi. Alors que nous, au lieu de trancher le contentieux historique qui était réel, entre une vision conservatrice, rétrograde, etc., et une ambition moderniste, etc., on a sauvé le système plutôt. On a sauvé une Hollande, halota. il a prétendu sauver la République. Oui. En fait, on a sauvé le régime. Le régime. Et c'est dans cette crise-là que nous sommes en train de nous empêtrer. Ce qui veut dire que quand je pose la question, est-ce qu'ils prennent conscience de là où ils ont mené le pays? De la Mais gravité de la justement, situation, hein, de la justement, gravité. ça va mal partout, comme l'a dit Ramon, c'est tous les domaines qui sont... Mais, aujourd'hui, notre sujet est la presse. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une presse en Algérie? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des journalistes en Algérie? Je ne parle pas Très de peu. ceux qui ont été évincés, de Oui, ceux qui très peu, ont été peu. mis en prison, de ceux dont les journaux ou les médias ont été la presse papier, fermés. La presse papier, elle vit ce que vit la presse papier dans le monde entier. Hein, elle vit la crise du modèle économique de la presse papier. Ça, c'est pas nouveau. Avec la difficulté qu'il y a, accéder à des sources de financement, les questions de rentabilité, etc. La mutation vers une presse moderne, une presse numérique, avec des sites, avec des offres numériques de qualité, etc., n'est pas faite. Pourquoi? Parce que déjà, le numérique en lui-même est bridé. Par exemple, les débits ne peuvent pas permettre l'existence d'une presse numérique, multimédia, etc. Au niveau de la formation, c'est la même chose. C'est qu'on ne forme plus des journalistes qui peuvent comprendre la société, qui peuvent avoir une réflexion structurée, cartésienne, etc. Donc en vérité, Et la paupérisation des journalistes. Ils sont sous-payés. Moi, je compare les journalistes aux magistrats, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, les magistrats, ils sont sous-payés par rapport aux charges de travail qu'ils ont. Et les journalistes ne peuvent pas avoir de... Même les journalistes, ils de sont bachiche. sous-payés, il faut le dire. Hein. Parce que ça relève de la vie sociale, de la dignité du journaliste, de la dignité du magistrat, de la dignité d'un fonctionnaire dans une administration. Quand on est sous-payé, on voit les ministres et les députés qui s'enrichissent. Ou les patrons. Ou les patrons qui s'enrichissent, ils te disent une chose, Bougie ta couleur rougie. Le ministre de l'Intérieur, Nordin Yazid Zerhouni, il a dit ça en pleine télévision. Bougie ta couleur rougie. Et c'est devenu une norme dans l'exercice de la profession de journaliste. Et la question, justement, le cœur du problème, c'est que nous avons besoin, la société a besoin de la presse. La société, comme tu le disais tout à l'heure. Surtout en ce moment. Oui. Mais du temps de Bouteflika, on peut dire tout ce qu'on veut. Du temps de Bouteflika aussi, la présidence, le régime, d'une façon générale, avait la haute main sur la presse. Surtout par le biais de la carotte qui était la publicité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le ministre de la Communication le ministre de la pub. Mais du temps de Bouteflika, les journalistes n'étaient pas envoyés en prison. Quand même, il y a eu des cas. Par exemple. Chico. Oui, mais là, non, là, Benchikou, c'est une autre logique. En 20 ans ou en 25 ans de règne, c'est pas autant, c'est pas un temps. D'abord, et puis Benchikou a été envoyé en prison parce qu'il s'était mis au service de la machine électorale contre Bouteflika. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Je parle en connaissance de cause. Alors, c'est pas une raison, bien sûr. Et c'était Zerhouni qui avait demandé sa tête, parce qu'en même temps qu'il était tombé sur Bouteflika, il était tombé sur Zerhouni. Et il y a eu des négociations pour demander la tête de Rabarab, la tête de Benchikou, la tête du journal Khabar, qui roulait pour la machine électorale de Benflis. On leur a refusé Rabarab. On a fait fuir Alilet, mais on leur a donné Benchikou. À mon avis, à ce moment-là, le système était encore assez solide, assez uni.
Oui. Les différentes composantes du système étaient encore assez unies. Donc ils pouvaient se permettre de laisser des espaces de respiration à la société. Ils pouvaient concéder des petits espaces. Mais aujourd'hui, ils sont faibles. Ils sont faibles et divisés. Et ils ont peur de la société. Ils ont peur de la société. Oui. Et au lieu d'en venir à une conclusion qui soit une conclusion rationnelle, puisqu'ils ne peuvent plus contraindre la société comme ils le faisaient. Donc il faut qu'ils aillent au compromis avec la société. Il faut qu'ils fassent une offre politique à la société. Au lieu d'arriver à cette conclusion, ils continuent avec l'illusion qu'ils peuvent contraindre la société, chose qu'ils ont fait par le passé, parce qu'ils avaient la possibilité qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et ils vont nous mener vers le chaos. Ils vont nous mener vers le chaos. Mais au point où nous en sommes, par exemple, moi je rappelle du temps de Bouteflika. Il y a même eu l'affaire, si vous vous rappelez, Tamal Tarbirah. Mohamed Tamal, oui. Mais Mohamed Tamal qui est mort en prison. Oui, qui a été assassiné. Mais là aussi, on dit qu'il a été assassiné, frappé par des gens que les Sellel et compagnie avaient payé. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait dit des choses sur la femme de Sellel et que Sellel avait pris ça très mal et qu'il lui a fait payer. Sur le plan personnel. Mais ce n'était pas systémique, ce n'était pas dans la Bouteflika. Mais ça reste dans oui, les bien gènes. Sûr, ça reste des tâches très graves. Mais là, en ce moment, on a réduit toute la corporation qui, en 89, a été très prometteuse. On l'a réduit au silence. Quand vous lisez certains journaux que je ne nommerai pas, c'est d'une vulgarité, c'est d'une grossièreté, mais il y a plus de journaux. Propagande primaire. Mais il n'y a plus de journaux. Il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de télé. On a perdu le matin, on en a parlé, on a perdu Liberté, Liberté. Il y a un certain nombre de titres qui ont quasiment disparu, qui sont morts de leur belle mort sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, c'est des feuilles de chou, c'est des feuilles de propagande. Mais dont certains sont payés très cher en publicité. Mais plus ils sont médiocres, plus... de publicité. Il y a plusieurs et d'ailleurs, la publicité... Mais il n'y a que la première et la deuxième page où on voit des petits papiers de faits divers. Le reste, c'est la publicité. D'ailleurs, la publicité, certaines révélations de youtubeurs qui ont pignon sur rue sont effarantes. Quand on nous dit qu'il y a, il y a eu les précédents Adjoua et tout ça qui recevaient de la publicité sans quasiment exister, mais semble-t-il qu'actuellement ça continue aux plus hautes sphères de l'État où de la publicité est perçue pour des sites, soi-disant des sites d'information qui n'existent même pas. Ah, oui. Et donc, des sites aussi qui sont des sites qui travaillent sur l'Algérie, qui sont à l'étranger. Qui sont interdits, bloqués en Algérie. Même des organisations, à l'image de Riposte Internationale, son site, on ne peut pas le consulter en Algérie. Le matin d'Algérie. Il y a certains titres de presse, et j'en parle en connaissance de cause, certains titres de presse qui paraissent, qui vont directement au pilon. C'est incroyable. Ça veut dire qu'ils envoient les exemplaires officiels à qui? Le procureur, ministère de l'Information, les dépôts légaux. Et les dépôts légaux. Le reste, ils donnent un peu aux distributeurs qui le ramènent, parce que c'est de l'invendu. Mais le reste part de l'imprimerie direct au pilon, où ils sont écrasés pour faire de la pâte. C'est une pompe à fric. Une pompe à fric. Et personne ne les lit. Oui. Même certains grands titres aujourd'hui de la presse écrite, qui déclarent par exemple 120, 130 000 exemplaires tirés. En fait, les exemplaires lus, généralement, c'est quelques centaines à peine. Les gens ne lisent plus la presse. Pourtant, ces gens, les patrons de presse, sont milliardaires. Ils sont milliardaires. Ils habitent dans les quartiers chics, ils ne fricotent qu'avec la haute sauce, comme ils disent, et ça se passe comme ça, pourvu qu'ils soient dans la demande du régime. Et demain, ils vont être envoyés à la prison militaire de Blida parce qu'ils ont fait ça. Voilà. Parce que le vent aura changé. C'est... Dornaora. Et le problème, c'est que la société a besoin de la presse. Je rappelle le cas de Madjer, qui avait 2 journaux. Et pas que lui, il y en avait. Oui, il y en a beaucoup. Il percevait l'argent de la pub alors que les journaux ne se vendaient même pas. Même pas. Pour vous dire. Oui, mais je vous laisse poursuivre. Là, c'est l'aspect mafieux un petit peu, c'est le côté mafieux, c'est le côté vénal du système. Mais le plus grand mal, c'est que la société ne peut pas construire son opinion.
On a besoin d'une presse. On a besoin d'une presse pluraliste, d'expression d'opinions diverses, etc. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et quand l'Algérien, le citoyen algérien n'arrive pas à se faire une opinion sur ce qui se passe dans son pays, oui. Que ce soit la gestion de la chose publique, la gestion des droits fondamentaux, que ce soit la liberté individuelle ou collective, la chose syndicale, la chose économique, culturelle, le tout, la gestion des affaires publiques. Il devient la proie des médias occidentaux. Bien sûr. Et là commence la déformation. On s'éloigne de notre culture, on s'éloigne de ce qu'on veut faire ensemble, on s'éloigne de notre histoire, oui. On s'éloigne de notre présent et de notre avenir. Et c'est là où réside le danger. C'est que l'Algérien n'arrive plus à se construire l'image d'un Algérien qui a une profondeur historique dans son pays, qui a un passé révolutionnaire, un passé de philosophie, un passé de croyance, un passé de construction. Mais bien sûr qu'il ne va pas se projeter sur l'avenir. On ne peut pas saucissonner la liberté. Parce que la liberté, on ne peut pas la saucissonner. Soit on est dans une société qui conçoit la liberté comme un levier de développement de la société, donc qui organise les espaces de liberté dans la société, soit on conçoit la liberté comme un danger. Or, le système, jusqu'à présent, il conçoit la liberté comme un danger. Oui. Si on laisse les gens s'exprimer, il va y avoir des idées. Ben, qu'il y ait des idées. Et que ces idées-là s'entrechoquent. Un éveil. Un éveil. C'est ce que nous vivons à l'université. On voit de plus en plus qu'il y a des thématiques qui ne peuvent pas être abordées à l'université. À l'université, il y a des thèses de doctorat qui sont bloquées. Oui. Alors, il reste 5 minutes. 2 questions que je vous demanderai de traiter un peu de façon lapidaire. D'abord, le classement de RSF. Et j'aimerais qu'on nous montre la carte de classement de l'Algérie, notamment en Afrique. Et aussi ce que vous pensez des gens qui ont été à cette réunion, j'allais dire, à cette rencontre avec le président. Faut-il leur jeter la pierre pour autant, sachant que certains journalistes ont refusé de s'y rendre? La carte, s'il vous plaît, voilà. Donc voilà. En rouge, hein, l'Algérie. Vous voyez par exemple l'Afrique. En rouge. Avec Somalie, Soudan, Égypte et Algérie en Afrique. Arabie Saoudite. Ni la Tunisie, ni le Maroc, ni la Libye, ni la Mauritanie, ni le Niger. Ça veut dire l'Algérie en gros rouge, hein, pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez, ce classement de RSF 145e sur 186. Ils ont perdu 20 places. Effectivement, l'Algérie a perdu 20 places, mais dans le classement RSF, il suffit, les indices de classement chez RSF, il suffit d'un fait pour qu'un pays soit classé ou déclassé. Oui. L'année dernière, ils étaient montés. Oui. L'année dernière, c'était la libération de Sensal qui avait fait que l'Algérie avait rebondi dans le classement, et la libération de Qadri Hassan, etc. Si le régime avait libéré Glaise et n'a pas mis Blâme ou Hassan Boras en prison, on n'aurait pas quitté les 120, 115 places. On n'aurait pas reculé. Voilà, mais bien, on n'aurait pas reculé. Donc les indices de... Enfin, moi je préfère dire, il n'aurait pas reculé. Moi, je dis parce que je me considère comme... J'appartiens à cet État. Oui. Non, on appartient à l'Algérie. On appartient pas au à cet régime. État. Et l'État, justement, c'est là où on se trompe. L'État, c'est quoi l'État? L'État, c'est un pouvoir politique, un territoire et une société. Moi, j'appartiens à cette société. Je suis l'État. Vu comme ça. Je suis l'État. Oui. C'est pas le régime politique. Mais l'État est squatté dans sa souveraineté des décisions étatiques par un régime qui est devenu celui qui parle au nom de l'Algérie. On continue à leur dire que vous n'êtes pas l'État, que c'est nous l'État. Ok, d'accord. Alors, faut-il jeter la pierre Je ne jetterai pas la pierre aux gens qui ont assisté? Non, je ne jetterai pas la pierre. Par contre, je jetterai la pierre aux gens du régime. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose qui est tout simple. Et je leur dis franchement, la solution de tous vos problèmes, c'est la démocratie. La démocratie, si jamais vous libérez le potentiel de ce pays
le potentiel de ce peuple, plus personne ne pourra nous menacer. Plus personne ne va trouver des failles pour nous. La solution, elle est là, elle est simple. Et les Algériens ont montré qu'ils étaient capables d'être sereins, de s'accepter mutuellement, de discuter ensemble. C'est le système qui refuse. Mais ils doivent le comprendre. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Ils vont perdre le pouvoir. Et ils vont le faire payer au pays. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ce qui veut dire qu'il faut le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le dis, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. C'est une régence. Mais en même temps, je dis... Régence au service de qui? La régence, généralement, non, c'est une régence au service... par procuration. Non, c'est une régence au service d'une caste militaro-bureaucratique. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont à la tête des ministères et tout ça, qui tiennent les leviers politico-administratifs, et il y a des militaires qui tiennent l'outil de coercition, les services de secrets, la décision politique, etc. Donc c'est une régence qui cristallise les intérêts d'une caste militaro-bureaucratique et qui bloque tout le pays. Ils doivent comprendre que on ne peut plus continuer comme ça. Le pays ne peut plus. Soit ils mènent le pays ils doivent à grande vitesse, TGV soit ils acceptent d'aller vers un compromis, avec la société. Ce compromis doit se faire dans la liberté. Et c'est la société qui va créer ces outils, ces mécanismes de défense. Ni Trump, ni Hassan III, ni Ben Zaïd, ni personne, mais nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous remercie. Mohand Bakir, maître Issa Rahmoun, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous revoir.